Monsieur Maher, Monsieur Chédid, bonsoir. Vous êtes les invités de notre dernière question actuelle de cette 10e saison, autour des chrétiens d'Orient. Quel état des lieux dresseriez-vous de la situation de nos frères chrétiens en Orient? Il y a deux sentiments. Il y a un sentiment de désespoir et un sentiment d'espoir. Ce qu'on a vu en Irak, c'est des gens qui veulent tous rester chez eux, qui rêvent de rentrer chez eux, mais qui ont vécu tellement de malheurs et tellement d'horreurs. Ça fait 2 ans aussi qu'on leur dit attendez, ça va venir, et les choses ne bougent pas, ne changent pas. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième, c'est qu'ils se posent maintenant même la question, une fois qu'ils sont dans ces camps de réfugiés, est-ce que, même si Daesh disparaît, et qu'on nous renvoie à la maison, à notre maison, en fait, ils ont été trahis par leurs voisins qui les ont soit dénoncés, parce que quand Daesh a attaqué les différentes villes, ils ne savaient pas qui étaient chrétiens, qui étaient musulmans. Les choses se passaient très bien entre eux. Et en fait, il y a eu des signes, dont d'ailleurs la lettre Noun, ça veut dire nazarien, qu'on a pris comme logo pour la coordination chrétienne d'Orient, et qui était un signe pour dire cette maison-là est habitée par des chrétiens. Donc ils ont été trahis par le voisin, par dénonciation, mais pas seulement cela, parce qu'ils ont volé leurs biens, ou bien ils ont carrément pris leur maison. Donc ils se posent la question, même si un jour, ils le souhaitent quand même que Daesh disparaisse, est-ce que je suis capable de revenir chez moi? Donc il y a à la fois le rêve de rester et de rentrer chez eux, et en même temps le désir de partir. Il y a ce conflit interne chez eux qu'on a vu chez différents réfugiés. Maintenant, ils disent aussi le vivre ensemble, pour eux, ça ne veut plus rien dire. Après 2 ans d'attente, et de plus en plus, les gens veulent partir. Le camp de réfugiés qu'on a vu, ils sont, je dirais, 90% ont exprimé le désir de ne plus rester. Ils veulent aller quelque part en Amérique, en Europe, etc. Donc c'est un peu je dirais, triste. Alors ces gens-là, ils ne voient pas d'espoir. Aujourd'hui, tel que dans la condition dans laquelle on les a vus, ils ne voient pas un espoir en Irak. Ce qui est un peu dommage, parce que si l'Irak se vide, ce qui est un peu le sentiment qu'on a eu, parce que de 2 millions dans les années 70 à 1,5 million après la guerre du Golfe, la guerre de l'Irak 2003, et puis à 300 000 maintenant, chrétiens. Voilà, que des chrétiens, on n'est pas fait avec les yézidis, passant de 2 millions à 300 000 aujourd'hui, et avec une majorité qui veut partir, ça signifie que vraiment le plan, si on dit qu'il y avait un plan de vider le Moyen-Orient de ces chrétiens, est en fait en train de se mettre en œuvre. On veut à tout prix éliminer dans ces pays, dans quelques-uns de ces pays, les chrétiens. Pourquoi? D'où ça peut venir, selon vous? C'est la question que tout le monde se pose. On n'a pas d'explication claire et nette, mais effectivement, on a l'impression qu'il y a un plan de vider le Moyen-Orient de ces chrétiens et qui se concrétise de jour en jour. Quand on voit les chiffres en Terre Sainte, en Irak, en Syrie, c'est une catastrophe démographique. Et ils sont très vulnérables. Les chrétiens dans ces régions ont choisi de ne pas porter des armes. Passons à la Credo. Parlez-nous de cette coordination qui est née en 2013. Quel est son objectif? Et ce qu'elle a obtenu déjà? Donc c'est Jean Maher, président de l'Organisation franco-égyptienne des droits de l'homme, qui faisait des conférences à l'époque où les frères musulmans sont arrivés au pouvoir en Égypte. Il y a eu des filles enlevées, violées, et que Patrick Karam, qui était élu au conseil régional Île-de-France, qui est d'origine libanaise et qui a toujours mené des combats de droits de l'homme, trouve qu'on est éparpillé et que chaque organisation travaille pour son pays. Donc tous les deux, Patrick Karam et Jean Maher, ont eu l'idée de contacter des Libanais, des Syriens, des Arméniens, et de créer cette organisation pour conjuguer nos efforts et lutter ensemble pour un seul objectif, et qui est
préservation et la défense de la diversité au Moyen-Orient. Et donc, on n'est pas une organisation caritative, on est une organisation qui regroupe des laïcs, donc des présidents d'associations, des religieux, donc tous les hommes religieux qui représentent les églises orientales en France sont à la Credo. Il y a des grosses ONG comme Portes Ouvertes et Aide à l'Église en détresse qui font partie, qui sont des membres fondateurs de la Credo. Et notre but, c'est de faire du lobbying politique auprès des médias, auprès de nos hommes politiques pour que la France reconsidère sa politique étrangère, internationale et mette comme objectif la défense des chrétiens au Moyen-Orient. Et vous êtes entendu et considéré, parce qu'il y a des... Parlez-nous de vos actions, de ce que vous avez obtenu au niveau de l'écoute que vous avez des parlements, des parlementaires. On a été très surpris de la réaction des gens qu'on a vus. Au départ, c'était une pétition et on a eu 120 parlementaires qui ont signé notre pétition. C'était déjà une première surprise quand on s'est lancé en septembre 2013. Mais tout de suite après, on est passé à l'action, on a été auditionné à l'Assemblée nationale et au Sénat et on a demandé de créer un groupe d'études au sein de l'Assemblée nationale. Chose que moi j'avais demandé quand je me battais pour les Coptes, mais je n'arrivais pas à l'obtenir. Et là, quand on s'est mis ensemble, on a réussi à l'obtenir. Il faut dire qu'on ne l'a pas obtenu comme ça facilement. Donc on a fait un peu la navette entre l'Assemblée nationale et le Quai d'Orsay et on a eu finalement gain de cause. Et la même chose au niveau du Sénat. Donc il y a un groupe aussi de soutien, de liaison, qui s'appelle groupe de liaison pour les chrétiens d'Orient. Et ensuite on est passé au Parlement européen, où il y a aussi un groupe d'études sur les chrétiens d'Orient. Et puis parmi aussi les accomplissements, je dirais, une chose très importante, c'est ramener Daesh à la Cour pénale internationale. Chose que ni le Conseil de sécurité a réussi à faire à cause des conflits entre les pays et la Chine et la Russie avaient mis leur veto. Et puis nous, on a trouvé une combine, je dirais, juridique, et notre avocate, qui est d'ailleurs musulmane, a réussi à faire passer cette demande, et on a reçu du procureur de la Cour pénale au mois de janvier 2015 le fait qu'ils vont commencer à traiter le dossier. Ils instruisent le dossier. C'est une véritable mise à l'épreuve de la communauté internationale, pour reprendre le thème que vous avez abordé avec nos élèves de première. Effectivement, parce qu'on assiste à une drame, une tragédie humaine, et nos amis arméniens parlent d'un deuxième génocide, le génocide du XXIe siècle. Donc, eux, ils ont subi le premier génocide au début du XXe siècle à cause des Turcs. Et là, on assiste à un deuxième génocide. Et la communauté internationale ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire pour défendre cette population du Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, cette région qui est un laboratoire pour le monde entier où les communautés cohabitent et coexistent pacifiquement depuis des centaines d'années. On ne peut pas comme ça faire de l'épuration ethnique, laisser des minorités disparaître comme les Yézidis. Les chrétiens, on ne veut pas dire qu'ils sont des minorités, mais ils étaient toujours à l'origine du développement du monde arabo-musulman. Ils faisaient tampon entre chiites et sunnites et ils faisaient le pont entre l'Occident et l'Orient. Et donc si cette communauté disparaît dans cette région, ça sera une catastrophe, pas seulement pour la région elle-même, mais pour le monde entier. D'où la communauté internationale ne peut pas rester les bras croisés, elle doit agir, doit faire quelque chose pour stopper ce monstre terroriste qui se développait de jour en jour. Quelle solution pour vous serait possible et envisageable pour faire cesser ce génocide? Il faut s'attaquer à la source du problème. Et la source, elle est simple. C'est le wahhabisme et le salafisme qui est issu de l'Arabie saoudite et qui est renforcé financièrement
et qui donne une certaine idéologie de haine. Donc la solution, c'est s'attaquer à l'idéologie de haine. Et cette idéologie, elle est véhiculée par essentiellement les frères musulmans qui sont nés en Égypte. C'est à partir de là que se sont ramifiés le Boko Haram au Nigeria, le Daesh en Irak, le Al-Nusra, le Gesh al-Islam, etc. Tous ils ont pris l'idéologie frériste des frères musulmans, essentiellement issue du wahhabisme et du salafisme extrémiste, et qui n'est pas la majorité, que ce n'est pas du tout l'idéologie de la majorité des musulmans. Aujourd'hui, les musulmans égyptiens avec les Coptes sont très proches. Vous avez les pro-frères musulmans, et puis vous avez le reste. Et les pro-frères musulmans en Égypte, ils sont devenus très, très minoritaires. Donc l'Europe, s'il veut s'en sortir, il faut qu'il définisse son ennemi. L'Égypte a défini son ennemi. L'Europe ne l'a pas fait, l'Occident ne l'a pas fait. Je vais reprendre les paroles du ministre des Affaires étrangères libanais qui a dit aux membres de la délégation, qui comportait 7 parlementaires français et un parlementaire européen, que ça va vous coûter beaucoup plus cher, votre politique actuelle va vous coûter beaucoup plus cher que de signer quelques contrats de quelques milliards ou de quelques dizaines de milliards d'euros avec les pays que vous considérez amis et qui sont en train de nourrir le terrorisme. Donc réfléchissez, même sur le plan économique, ce n'est pas une bonne politique que la France mène. Vous pensez que cette situation va se régler, que toutes les communautés vont pouvoir vivre en harmonie dans ces pays, ouais, je pense dans un avenir proche? Bien sûr. On a de l'espoir, effectivement, mais il y a beaucoup de choses à faire. Comme Jean avait dit, les déplacés et les réfugiés, quand on les interroge et quand on leur parle, ils nous disent une chose, c'est avant de reconstruire la pierre, c'est-à-dire les écoles, les églises, les maisons, il faut reconstruire la confiance. On a perdu un peu de confiance avec nos voisins, nos anciens voisins, qui nous ont dénoncés quand les terroristes sont entrés dans nos villes et dans nos quartiers. Donc c'est une question de culture et d'éducation. Ces communautés cohabitaient depuis des siècles dans cette région sans qu'il y ait eu de graves problèmes. Maintenant, il y a quelques pays qui sont en train de nourrir l'extrémisme et le wahhabisme dont Jean a parlé tout à l'heure. Il faut couper ces contacts et ces pays, il faut les empêcher de soutenir idéologiquement, financièrement et militairement ces terroristes. Et les gens musulmans et chrétiens n'aspirent qu'à vivre ensemble en paix et en toute harmonie. Et c'est l'exemple du Liban où il y a 18 communautés qui cohabitent ensemble depuis des siècles, et que la guerre civile, ce n'était pas une guerre intercommunautaire, la guerre de 75 à 90, c'était une guerre liée aux réfugiés palestiniens, liée aux ingérences des pays étrangers, et donc la population elle-même ne veut qu'on la laisse tranquille, et pour qu'ils puissent vivre en paix. Il y a des mariages mixtes. Quand on était à l'école, on ne savait pas qui était musulman, qui était chrétien, et de quel rite et de quelle confession. Et donc là, on a l'impression qu'il y a un plan pour diviser, redessiner les cartes, les frontières au Moyen-Orient, selon des bases ethniques, communautaires, et sans appartenance à une nation. Et c'est ça le danger, et c'est là où la communauté internationale doit prendre ses responsabilités pour repenser et reconsidérer cette politique et laisser les gens vivre comme ils vivaient auparavant. Que pouvons-nous faire, nous, citoyens lambda, pour aider nos frères dans la douleur, dans la terrible situation dans laquelle ils sont? S'informer, bien sentir ce qui se passe et faire pression sur nos hommes politiques. Nous sommes dans des démocraties, nos gouvernements
ne peuvent pas imposer la politique. Donc il faut que le choix de la politique internationale de la France puisse peser dans les débats lors des prochaines élections pour que nos hommes politiques puissent prendre les bonnes décisions. Et ça va de la sécurité et de l'avenir de l'Europe. Ce n'est pas un problème qui est uniquement au Moyen-Orient, on est loin, c'est loin de nous, ça ne concerne pas, pas du tout. Un, sur le plan humain, ça concerne tout le monde parce que c'est une tragédie que les gens vivent là-bas. Et deux, avec tout ce qui se passe dans cette région, les réfugiés et les déplacés vont arriver en Europe. Vous avez rencontré nos élèves de première. Qu'est-ce que vous garderez de ces échanges avec eux? Avec les élèves, Oui. ils ont été formidables. Une attention vraiment surprenante, avec des questions aussi surprenantes. À cet âge-là, c'est très impressionnant de voir qu'un tel sujet les attire, qu'ils soient motivés. Donc ça fait vraiment plaisir. J'aimerais simplement que vous laissiez à ces jeunes et à tous ceux qui auront l'occasion de voir cette vignette vidéo sur Internet un message. Quel serait le message que vous auriez envie de laisser? Ne vous baissez pas les bras. Il faut continuer à penser aux frères qui vivent une tragédie au Moyen-Orient et essayer par tous les moyens de les aider. Nous avons apprécié le geste que votre collectivité a fait, donc nous l'avons appris aujourd'hui, mais c'est le sens même de notre action, c'est de ne pas faire venir des réfugiés en Occident, c'est que ces gens-là puissent rester chez eux, donc faire tout ce qu'on peut, récolter des vêtements, de l'argent, de l'aide, tout ce qu'on peut pour leur envoyer, pour qu'ils puissent résister à ce qui leur arrive. Monsieur Maire, un dernier mot. Agir sur le politique. Il faut que la politique européenne, que la politique, et surtout la France, que la politique française soit à un moment donné vraiment déterminée pour se débarrasser de ces extrémistes. Et là, on est en train de tourner autour du pot, et comme la Turquie, par exemple, la Turquie disait en aide à se débarrasser de Daesh, alors qu'ils sont en train de bombarder les Kurdes qui, eux, essaient de combattre Daesh. Donc il faut une politique, si les gens peuvent agir sur les politiques, ce serait bien. Merci beaucoup.